macabre mystère. Nous sommes en plein été texan, à Waco, Texas. Les habitants se souviennent encore des étés chauds, des barbecues et des après-midi passés sur le lac. Les adolescents se baignaient souvent en groupe, riant et jouant près de la rive. Les familles installaient leurs chaises pliantes et parasols, créant une ambiance de communauté unie où chacun se connaissait, renforçant le sentiment de sécurité. 3 jeunes, Jill Montgomery, Raylen Rice et Kenneth Franks, profitent de cette journée d'été. Ils rient, discutent et s'amusent autour du lac, ignorant le danger qui s'approchait. Jill, 15 ans, Raylen, 14 ans, et Kenneth, 17 ans, connaissaient déjà le parc Spiegelville et avaient leur coin préféré, où l'ombre des arbres offrait un refuge discret. Cet après-midi-là, ils pensaient simplement profiter de la chaleur estivale et de la compagnie des uns et des autres. Lake Waco, habituellement symbole de détente et de loisirs, allait bientôt devenir le théâtre d'un événement qui marquerait la communauté à jamais. « 14 juillet 1982. Les 3 adolescents, Jill, Raylen et Kenneth, se promènent dans la zone du parc Spiegelville, proche du lac. L'ambiance est détendue. Les jeunes plaisantent, lancent des regards amusés, insouciants de l'ombre qui s'avance derrière eux. Des hommes les approchent, en apparence ordinaires, mais leur calme dissimule un plan sordide. David Wayne Spence, Anthony Melendez et Gilbert Melendez, déjà connus localement pour leurs comportements inquiétants, ont préparé un acte atroce. Les auteurs avaient observé les adolescents depuis plusieurs jours. David, 18 ans, avait un casier pour des délits mineurs et un comportement antisocial marqué. Les frères Melendez étaient également surveillés par certains voisins, mais personne n'aurait pu imaginer l'ampleur de leurs intentions. En quelques minutes, la journée lumineuse et joyeuse se transforme en cauchemar. Les adolescents sont ligotés, maîtrisés et emmenés vers un lieu proche du lac. Le coin isolé choisi par les auteurs, à l'ombre des arbres et hors de portée des promeneurs, avait été repéré pour sa discrétion et sa proximité du lac, garantissant que personne ne viendrait interrompre leur plan. La nuit tombe sur Waco. Le lac reflète encore la lumière du soir, mais les rires ont disparu, remplacés par des cris étouffés et des sanglots. Les adolescents subissent une violence d'une intensité inouïe. Les rapports de police révèlent que les jeunes ont été ligotés avec des cordes et des sangles, et que des blessures par arme blanche ont été infligées avec méthode. Cette brutalité calculée témoigne d'une préméditation glaçante. Jill, Raylen et Kenneth sont frappés, mutilés et laissés près du lac. L'endroit où les corps ont été déposés était recouvert de végétation, difficilement accessible aux promeneurs, offrant ainsi aux criminels un lieu pour agir à l'abri des regards. Lake Waco, habituellement refuge de détente, devient témoin impassible de l'atrocité. Les eaux reflètent le ciel, mais absorbent en silence la peur et la douleur.
Le lendemain matin, le calme du lac est rompu par une découverte macabre. Des promeneurs alertent les autorités après avoir aperçu les corps allongés près des rives de Spiegelville Park. Les premiers témoins, pêcheurs et promeneurs matinaux, décrivent la scène comme surréaliste, incapables de comprendre qu'un tel crime pouvait avoir lieu dans un lieu qu'ils fréquentaient régulièrement. Les adolescents ont été tués à l'arme blanche. Les familles peinent à accepter l'horreur qui s'est déroulée dans un endroit supposé sûr. Les victimes ont été identifiées grâce à leurs vêtements et bijoux. La presse locale a rapidement relayé les détails de la scène, semant effroi et consternation dans la ville. La police sécurise les lieux, collecte les indices et amorce l'une des enquêtes les plus complexes de Waco. Les enquêteurs analysent chaque témoignage. Les familles décrivent les derniers mouvements des adolescents et les voisins signalent des comportements suspects. Rapidement, certains noms émergent. David Wayne Spence, déjà connu pour des délits mineurs, apparaît dans plusieurs témoignages. Les frères Anthony et Gilbert Melendez sont également interrogés. Le trio est soupçonné d'avoir prémédité le crime, utilisant la violence et l'intimidation pour s'assurer qu'aucune fuite ne soit possible. La police retrace les déplacements des suspects et reçoit plusieurs signalements de voisins les ayant vus rôder autour du lac avant le drame. Ces observations, combinées à des indices matériels, deviennent essentielles pour l'enquête. Des cordes et des vêtements ensanglantés, retrouvés chez Spence et les Melendez, corroborent les témoignages et permettent de relier les suspects aux victimes. Chaque détail permet aux enquêteurs de reconstituer le chemin suivi par les adolescents, depuis l'arrivée au parc jusqu'au lieu isolé où s'est déroulé le crime. Les interrogatoires se succèdent. Les suspects, d'abord calmes et détachés, commencent à montrer des signes de nervosité. La pression des enquêteurs et la gravité du crime finissent par faire émerger des contradictions dans leurs récits. Spence hésite parfois, trahissant des contradictions exploitées par les enquêteurs. Les frères Melendez finissent par confirmer leur participation, influencés par Spence, le cerveau du crime. Ces aveux sont renforcés par des preuves matérielles et des témoignages indépendants. La communauté de Waco observe attentivement l'évolution de l'affaire, suspendue entre horreur et attente de justice. Le lac, toujours silencieux, continue de refléter un ciel serein, indifférent à la tragédie qu'il a abritée. David Wayne Spence est arrêté et inculpé pour les meurtres de Jill, Raylen et Kenneth. Les frères Anthony et Gilbert Melendez sont également arrêtés et inculpés de complicité. Les procès sont longs et médiatisés. Les preuves médicales et les témoignages établissent la préméditation et la brutalité du crime. La communauté est secouée par la gravité des faits et l'âge des victimes. Spence est reconnu coupable et condamné à la peine capitale. Anthony et Gilbert Melendez reçoivent des peines de prison à perpétuité. La communauté réagit avec émotion. La justice a été rendue, mais le traumatisme reste palpable. Beaucoup ont eu du mal à retourner près du lac. Après les procès, Lake Waco
retrouve son calme apparent. Les habitants continuent de fréquenter le parc et les rives du lac, mais l'ombre de la tragédie plane toujours. La presse analyse l'impact psychologique sur la communauté. Les enfants sont surveillés de près. Des programmes de sensibilisation sont mis en place pour prévenir les drames. Les familles des victimes continuent de pleurer leurs enfants, marqués à jamais par la violence de cet été 1982. Les souvenirs des rires et de la légèreté de ces journées passées près du lac sont désormais mélangés à la peur et au deuil. Aujourd'hui, Lake Waco scintille toujours sous le soleil texan. Les eaux calmes invitent à la détente. Les familles viennent pique-niquer et les enfants jouent sur les rives. Pourtant, certains habitants, lorsqu'ils passent près du parc Spiegelville, se souviennent de l'été 1982, de 3 adolescents qui ont disparu et été tués dans un lieu qu'ils pensaient sûr. Le lac, miroir tranquille du ciel, conserve les secrets de cette tragédie. Le cri du lac n'est pas entendu par l'eau, mais résonne dans les mémoires, rappelant que l'innocence peut être brisée même dans les lieux les plus paisibles, et que derrière le calme d'un lac peut se cacher l'ombre la plus noire de l'humanité. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. C'est la fin de la 4e saison, déjà. Merci pour votre soutien. Cela aide beaucoup le podcast. N'oubliez pas de laisser un avis, de vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans Macabre Mystère.